Bonjour et bienvenue à Ça se passe chez vous, une nouvelle saison qui commence avec des invités géniaux. Merci d'être avec moi. Ça fait plaisir. Je vous présente tout le monde là. Alors on a ici à ma droite Annie Vaillancourt, agente de développement à la culture. Tout à fait. Oui. On a aussi Sylvie Germain. Bonjour Sylvie. Bonjour. Agent de développement rural à la MRC aussi. Et nous avons Luc Bernier, alors coordonnateur sécurité incendie. En plein ça. Alors des bons sujets, on peut voir déjà là, de quoi on va parler. Alors on va parler culture, on va parler de bons services, on va parler avec les aînés, services avec les aînés Exact. et sécurité incendie qui est bon le mois d'octobre, on sait que ça s'en vient vite là. Alors on va avoir des petits aides-mémoires à se rappeler là. Alors merci d'être là avec moi. On commence aujourd'hui avec Annie. Annie, là, Annie elle nous propose souvent plein d'éléments culturels, plein d'activités. Et là, il y a un nouveau service ou une nouvelle recherche, on peut dire, qui va être offert à la population pour une tournée dans les villages. En fait, on veut poursuivre nos actions de sensibilisation à la préservation des paysages. Ouais. C'est quelque chose dont on traite de plus en plus souvent. Nous, dans le cadre de notre travail, le Conseil des maires, chacune des municipalités est de plus en plus soucieuse de préserver et de mettre en valeur ces paysages. Donc, on veut impliquer un peu le citoyen dans la démarche. Donc, effectivement, on part en tournée. On s'en va visiter 5 de nos villages. Je parle ici de Petite-Rivière-Saint-François, Ouais. des Éboulements, de l'Île-aux-Coudes, de Saint-Urbain et de Saint-Hilarion. Je vous parlerai un peu des Saint-Paul tout à l'heure. OK. Donc, on se rend dans chacun de ces villages-là. On accueille les citoyens. Avant de partir, on va tenir une petite période causerie. On veut que les gens nous parlent un peu de leur paysage. Quels sont les lieux qui sont les plus significatifs, les lieux qui sont identitaires pour eux? Est-ce qu'il y a des histoires attachées à un secteur du village, un rang, peu importe. Et bien sûr, on s'est déjà fait un projet de parcours, mais juste avant de partir, on peut le modifier notre parcours parce qu'on veut que les gens nous donnent des pistes. Alors, on part avec eux et là, les citoyens vont être accompagnés de Marie-André Huard, qui est architecte paysagiste chez Habitat Consultant, et de Rosaire Tremblay, que tout le monde connaît Notre bien. historien. Donc, oui, puis nous, dans ce cas-ci, on l'appelle notre interprète de l'histoire régionale. Donc, les gens vont pouvoir chouiner avec eux dans l'autobus. Ils ne sont pas là exclusivement pour donner de l'information ou pour aider à lire le paysage. On veut vraiment que les gens à l'intérieur de l'autobus nous parlent, nous guident. Et donc, pendant 1 heure et demie, on est en route avec eux à travers nos magnifiques Et paysages. là, si je comprends bien, les gens d'un village vont être appelés à participer à une tournée de leur propre village. Tout à fait. OK, alors voir s'ils connaissent bien leur village, qu'est-ce qu'ils préfèrent, c'est quoi leur petite trouvaille personnelle qu'ils voulaient peut-être garder secrète, mais là qu'ils vont l'ouvrir aux autres. Ça peut être ça, parce que l'idée, dans le fond, c'est de nous aider à déterminer les lieux qui parlent aux citoyens. Ce qui fait que nous, après, à la MRC, ou au sein de chacune des municipalités, si on veut prendre soin d'eux, si on a un règlement à adopter, si on doit mettre en valeur une zone plus qu'une autre, bien, c'est important de le faire en accord aussi avec le citoyen. Donc, si on protège un milieu qui est déjà apprécié ou qui est déjà fréquenté par les citoyens, on gagne déjà, là. On gagne déjà des points, on peut améliorer l'environnement, on peut favoriser une plus grande participation, une plus grande présence de ces gens-là qui vont peut-être amener famille et amis. Donc, ça va donner des pistes aussi au conseil municipal en matière de développement ou de mise en valeur de certaines zones du village. C'est combien de temps que ça va durer, cette tournée-là? dans le fond? Disons entre 1h30 et 2 heures maximum. Comme je te dis, on a une petite période de discussion avant pour que les gens puissent nous alimenter. Et comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à la toute dernière minute, changer notre parcours. Si quelqu'un nous dit, écoutez, moi, dans tel rang, il y a déjà eu une histoire, on avait un personnage, on y va. Puis là, on va vérifier l'adhésion aussi des gens. Petite collation aussi avant de partir, juste pour nous mettre en forme. Puis l'idée, c'est vraiment de chouiner, là. On ne veut pas une tournée sérieuse, on veut vraiment que les gens nous racontent l'histoire de leur village, nous racontent leur paysage. Vous allez sortir aussi? Vous allez prendre le temps de sortir, aller se faire une petite promenade sur le quai, si c'est... Oui, tout à fait. On prévoit des pauses, là, effectivement. On n'aura pas 1h30 de route sans arrêt. On s'arrête, on débarque, on peut regarder le paysage. Rosaire et Marie-André sont là pour nous aider à l'interpréter, justement. Donc, Marie-André du côté plus paysage et puis Rosaire du côté davantage historique. Être urbaniste, je pense, hein? Architecte paysagiste. Architecte paysagiste, OK. Il y a sûrement des volets qu'il faut pas qu'on... Dans le fond, s'il y a des citoyens qui disent « Bon, mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait telle chose de plus » ou « Ça, j'aimerais ça », puis ça va sûrement être enlevé. Elle va pouvoir expliquer pourquoi ça doit respecter un certain critère côté municipalité.
On n'est pas là-dedans. Non? On n'est pas là-dedans, on n'est pas rendu là. Les municipalités pourront voir après, en fonction des données que nous, on va récolter, qu'est-ce qui peut être fait ou ce qui ne peut pas être fait. Là, on veut vraiment que les gens parlent à cœur ouvert, qu'est-ce qui leur plaît dans leur village. Comme par exemple, pour nous aider à mettre en place le circuit, on invite les gens actuellement à répondre à un sondage, SurveyMonkey. Donc, je pourrais donner tout à l'heure l'adresse de la page Internet. On a créé une page Facebook où on explique le projet et sur laquelle les gens retrouvent l'adresse du sondage. Ça va être plus Donc facile là, on leur ça, demande, par exemple, si vous aviez à produire une carte postale pour représenter votre village, quel serait le paysage que vous choisiriez? Ou lorsque vous avez de la famille, des amis qui viennent, où est-ce que vous les amenez si vous avez à leur montrer un point de vue ou une composante de votre village particulière. Donc, on les questionne, il y a une dizaine de questions tout au plus. Et c'est ça qu'on veut. Donc, on ne veut pas rentrer dans la réglementation, quoi que ce soit. On veut vraiment que les gens là, nous disent pourquoi ils aiment leur village, quels sont les lieux qui sont les plus identitaires à leur avis. Est-ce que vous habitez à Baie-Saint-Paul ou... Baie-Saint-Paul? Oui. Un jour, vous avez dit qu'il y avait quelque chose pour Baie-Saint-Paul. En fait, c'est que l'année dernière, il y a eu une activité plus ou moins similaire qui s'est tenue déjà à Baie-Saint-Paul. On s'en est d'ailleurs inspiré pour faire notre tournée. Donc, on ne voulait pas être redondant, refaire la même chose. Donc, on est allé voir avec les gens de Baie-Saint-Paul s'il n'y avait pas un aspect de cette tournée-là qui n'avait pas été développé. En fait, ce n'est pas un aspect comme une clientèle. Donc, la jeunesse avait été moins sondée par rapport au paysage. Donc là, Marie-André va travailler avec les gens de la ville de Baie-Saint-Paul à travailler un projet de sensibilisation au paysage, mais auprès de la clientèle jeunesse. Donc là, ça, c'est en préparation. J'ai donc pas beaucoup de détails à vous donner là-dessus. Mais ce sera un petit projet à part, mais qui s'inscrit quand même dans notre objectif de sensibilisation. De toute façon, là, cette semaine, il va y avoir les jardins des petites franciscaines. Fait que Baie-Saint-Paul, ça va être la seule place où tout le monde va aller se reposer, je pense. Hein? On veut découvrir quelque chose de nouveau, on a tout hâte de le voir. Ah non, c'est ça, exactement. Là. Alors, là, juste pour être certain, les gens ils peuvent appeler pour aussi, parce qu'il y a des gens qui sont moins difficiles. Les places sont limitées. On veut que les gens soient confortables, donc on utilise les bus de 24 passagers pour avoir une grande fenestration, etc. Donc, on limite effectivement l'accès à l'activité. On demande aux gens donc d'appeler leur municipalité, le bureau municipal de leur municipalité de résidence pour réserver. Et je peux peut-être donner les dates. Oui, on peut faire ça. Alors, à Petite-Rivière-Saint-François, l'activité s'inscrit dans le cadre des festivités de l'Anguille. Donc, c'est le 10 octobre, samedi le 10 octobre, dès 10h le matin. On poursuit à Saint-Urbain et à Saint-Hilarion la fin de semaine suivante, le 17 octobre. Donc, à Saint-Urbain le matin à 10h et en après-midi à 14h à Saint-Hilarion. Et samedi suivant, 24 octobre, en matinée, 10h à l'île aux Coudes et en après-midi, 15h aux Éboulements. Okay. Voilà. Génial. Tu vas être présente sur place? Est-ce que tu fais le tour? Probablement. As-tu déjà regardé les sondages? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont répondu? Les réponses commencent à rentrer. On a déjà une quinzaine de réponses reçues. Qu'est-ce qui ressort un peu? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Peut-être aider les gens à répondre si jamais ils ont... Qu'est-ce qui ressort? On peut avoir des scoops. On n'a pas encore... en fait, pas que je ne veux pas te répondre, on n'a pas encore analysé les réponses. On est quand même à quelques jours... on a du temps devant nous pour le faire et on a à peine lancé le sondage. Je dirais que ce que j'ai vu en date de ce matin, les paysages montagneux ressortent beaucoup et on a des rangs en particulier. OK. Des rangs, peut-être les gens, même nous, des gens de Baie-Saint-Paul. Alors, je pense que c'est les points de vue qu'on a à partir de certains rangs. OK. Disons à Saint-Hilarion, la montagne de la Croix. Ça va ressortir, ça va être des choses comme ça. Certainement. OK. Certainement. C'est intéressant. J'ai bien hâte parce que c'est ça si souvent. Les gens viennent à la tournée, ils vont découvrir. Vous, les places que vous avez aimées à Petite-Rivière, aux Éboulements. La région en tant que telle, au complet, est belle à voir. Hein. Ouais. De mettre des points précis, c'est assez touché. Je pense que c'est au fil du temps, avec les petits secrets, puis avec cet exercice-là, qu'on va faire « Ah, ça, ce petit coin-là, les gens de la place l'ont aimé. » On va aller faire un petit mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir que les gens de Saint-Hilarion qui ont identifié des paysages identitaires, les gens des autres municipalités, en balade le dimanche, ou avec la famille, on a comme un objectif là, de se rendre à un point ou à un autre pour visiter notre région, plutôt que de faire un parcours aléatoire. Ouais, puis tu as parlé tantôt de quand on a des invités, où est-ce qu'on les amène, les gens, c'est difficile des fois, des fois il y a des journées pluvieuses, puis on pense même pas au boisé du quai que c'est couvert, on peut aller se promener là, ça se fait bien, parce qu'il y a des arbres. Très belle place, oui. Sérieusement, pendant qu'il pleut, c'est une belle place, tu sais. Surtout qu'il risque d'y avoir des fois des histoires, des anecdotes, peut-être, qui sait, des légendes qui sont rattachées à ces points-là. Alors, lorsque le projet va être terminé, bien sûr, on a demandé à Marie-André et à Rosa de nous déposer un rapport
avec le contenu non seulement des réponses du sondage, mais aussi du résultat de ces tournées-là. Et Rosa va pouvoir compléter avec des notions historiques sur les points de vue, les lieux, les panoramas, etc., qui vont avoir été ciblés. Donc, effectivement, on peut peut-être avoir là, des informations drôles, sympathiques ou surprenantes à partir de certains points de vue panorama. Ça sent le livre, ça. On va se prendre les doigts. Donc moi, ce que j'aimerais surtout dire aux gens, c'est allez voir la page qui s'appelle Les paysages de la MRC de Charlevoix pour prendre connaissance du projet. Les dates sont inscrites sur cette page-là. Le lien du sondage y est aussi. Et puis de toute façon, on peut m'appeler à la MRC ou contacter sa municipalité pour se rappeler des dates et réserver. Parfait. Mais merci beaucoup. C'est un beau projet encore. Merci. On s'en vient à... On va aller voir Luc tout de suite après la pause. Alors, nous voilà de retour avec Luc Bernier qui va nous parler un peu sécurité incendiaire. Ben, en fait, c'est ça. Tous les volets de la sécurité incendie, en fait, inspection résidentielle, on va élaborer dans cette catégorie. Parce que là, si... bon, tu n'es pas au courant, mais c'est la semaine qui va arriver bientôt, la semaine de sécurité incendiaire. Ben, dans le fond, semaine... Prévention incendie. Prévention incendie, mais qui est fait depuis 1922, je crois. Effectivement. Puisque il y avait eu un incendie à Chicago. Oui, c'est ça. Dans les détails, là, incendie en 1871. La ville a été rasée. Puis par la suite, là, les États-Unis ont décidé de faire une semaine de prévention des incendies et le Canada a emboîté le pas. Et depuis 1923, on a une semaine de prévention des incendies qui inclut le 9 octobre. Donc cette année, c'est du 4 au 10. Okay, parce que moi, dans le fond, j'ai fait ma petite recherche parce que j'étais certain qu'il y avait cette semaine-là en octobre. Parce que l'hiver arrivait puis qu'on chauffe plus souvent, on met les foyers. Non, c'est ça. Je sais pas. Moi, le prétexte est un petit peu plus poussé que ça. Ça a pris une tragédie pour faire une semaine de prévention des incendies. Ouais. Remarque que dans un pays nordique, ça tombe juste à temps. Ça tombe juste à temps, exactement. Moi, je pense que il y a des gens qui ont beaucoup de choses à la maison qui peuvent vérifier. Si on a une maison, si on a un appartement, c'est différent aussi. Oui. Mais on a quand même une base à maîtriser. Là. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, dans la semaine de la prévention des incendies, on regarde plusieurs éléments. Entre autres, on regarde avertisseur de fumée. Oui. Donc, important, autant résidentiel que dans un logement. Donc, dans une maison, dans un logement, on doit avoir un avertisseur de fumée fonctionnel. Puis comment on vérifie ça, Sylvie? Je voulais absolument que je fasse ça. Oh! Ça fonctionne. Voilà. Celui-là fonctionne. Donc, celui-là fonctionne. On a pesé sur le bouton test et il sonne. Oui. Donc, il est fonctionnel. Sinon, ben, on va avoir les pompiers qui vont faire des visites résidentielles. Les pompiers, eux, ne pèseront pas sur le petit bouton test. Ils vont avoir une canette en arrêt au sol. Okay. C'est une imitation de fumée. Donc, pour s'assurer que la chambre de détection fonctionne. Et là, ben, on va avoir une alarme qui va retentir. Donc, l'avertisseur de fumée va être fonctionnel. C'est plus précis que de peser, d'appuyer sur le... Ben, en fait, c'est le même résultat, c'est juste que des fois, le plafond, quand on a un plafond cathédral, d'avoir une perche pour aller peser, c'est pas nécessairement évident. Donc, avec l'arrêt au sol, ben, on peut se rendre à des endroits où c'est difficilement d'accès quand on ne mesure pas ses pieds. Il y a la toast qui brûle aussi, qui nous permet de vérifier. Oui, effectivement. Est-ce qu'on fait brûler nos toasts pour faire une vérification? Non, juste simplement de peser. Ça va faire la job. Là, tu parlais de toit cathédrale. Oui. Si, bon, on connaît pas ça, puis c'est nous-mêmes qui l'installons, oui. Est-ce qu'il faut vraiment l'installer en haut du plafond cathédral ou on l'installe plus bas? On doit l'installer haut, hein, c'est ça. En fait, on va l'installer haut vu que c'est un avertisseur de fumée. Avertisseur de fumée, donc la fumée monte au plafond. Par contre, dans les cas de toit cathédral, on vérifie avec les normes du fabricant, avec le guide d'installation. Ils vont nous donner une distance de dégagement du sommet
du toit cathédral parce qu'il va y avoir un mouvement d'air dans la pointe. Donc, la fumée ne se rendra pas directement dans la On ne pointe. veut pas se mettre en danger non plus pour aller positionner Oui, notre c'est ça. Effectivement. cylindre, là. Demander de l'aide. C'est ça. Donc, de le mettre au bon endroit selon les normes du fabricant. Là, normalement, ça va donner à peu près un dégagement d'à peu près 3 pieds ou 1 mètre là, Ouais. du sommet du toit quand même. cathédral pour être bien positionné pour que la fumée soit détectée par l'avertisseur. OK. Inspection nous-mêmes, si on appuie souvent, là, ça va pas décharger la batterie, ça va pas... Non, pour les fois, normalement, là, dans les normes du fabricant, les normes, dans ce qu'il recommande, une fois par mois, s'assurer que lorsqu'on pèse sur le bouton test, l'alarme retentit. Une fois par mois, c'est pas ben non, c'est ça, 12 c'est pas fois par sorcier, année, là. ça ne mettra pas nécessairement une batterie à terre. Je De suis toute en façon. retard. Ah oui? Oui, tout à fait. Je ne pas ça une fois par J'ai pas mois. fait de Non, c'est les normes du fabricant Non qui plus. recommandent ça. Mais pour s'assurer que les batteries soient tout le temps A1, la fameuse phrase changement d'heure, changement de pile. Donc, Ah, ben ouais. 2 fois par année, changement de pile. Donc, on s'assure que la pile à l'intérieur de l'avertisseur est tout le temps numéro 1, 100% de Je sais charge. pas si je vais me rappeler que changement d'air, changement de pile, c'est pour l'instincteur. Je vais peut-être changer mes batteries de cadran ou je sais pas quoi, mais Les batteries de jouets? toutes les batteries de Ouais, jouets, non. on est dans la même situation, les deux, hein, des enfants d'1 an, là, c'est ça, hein? Non, c'est vraiment là, pour l'avertisseur de fumée, changement d'heure, changement de pile, dans le cas des avertisseurs de fumée. Là, on voit ici, on a un avertisseur électrique, donc normalement branché au plafond, Ok. directement alimenté électrique, mais on se doit vérifier si on a une pile à expert. l'intérieur. Si jamais on manque d'électricité, on veut être quand même protégé. Ouais. Ok, excellent. Là, j'en vois un autre petit à côté. là. Oui, il était bien caché, hein? Ouais. Donc, on a ici, même principe, avertisseur de fumée, mais sauf que vous voyez qu'il est pas mal plus esthétique que le premier que je vous ai montré. Nouvelle génération, nouvelle norme, avertisseur de fumée, toujours bon pour 10 ans, avec une petite pile au lithium, bonne pour 10 ans. Donc, Je on trouve que ça l'a. a l'air d'un gicleur. Ouais, aussi d'un gicleur, d'un D'un petit aiguise speaker crayon, MP3. là. Donc, plus discret, Ouais. plus C'est pas esthétiquement beau. Donc, Ouais. ça se Plus met bien au discret. plafond. Plus Puis on Ouais, peut ouais. faire aussi une petit vérification. bouton test, On oui. sait pas c'est où, je pense que c'est en haut, il faudrait qu'Annie trouve. Ah, oh, ben non. Mais non, il est juste en Excellent. plein ça. Ah ouais, ok, il sonne pas pareil. non Donc, plus, il ne sonne là. pas pareil, là, la nouvelle génération. On a des nouvelles fréquences et une nouvelle tonalité dans l'alarme afin que les enfants en bas âge et les personnes âgées puissent entendre vraiment le système. Parce que c'était une des lacunes dans l'ancienne génération. Les personnes âgées, les enfants en bas âge, se réveillaient pas tout le temps. Donc là, on a ajusté la fréquence et on a résolu le Ça a été problème. créé quand, ce nouvel appareil? Celui-là, ce modèle-là, c'est l'année passée, donc 2014, que ça a été mis en marché. On va avoir cette année 2015 ou peut-être plus 2016, Ok. le même principe, mais en monoxyde de carbone. Est-ce que là, je m'avance, là, mais ça peut-tu avoir un lien avec la résidence qui avait passé au feu? Est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait les personnes âgées? Quand ils ont compris ça, que les Ouais. personnes Ben, âgées en fait, n'attendaient pas... c'est à la longue, en fait, avec des études et des cas vécus où ils faisaient des tests avec l'avertisseur ancienne génération. Ils testent tous les groupes d'âge. Donc là, à un moment donné, ils se rendent compte que les personnes âgées, Ouais. donc là, ça se réveille, je dis comme ça, une fois sur deux, là, il y a peut-être une lacune. Donc, Ok. à force, ils se sont rendus compte qu'en changeant les tonalités et la fréquence, on a un taux de réaction plus élevé. OK. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit vérifier dans une inspection, là? La Résidentiel. prochaine fois, les prochaines choses, là, il y avait l'inspecteur de fumée, mais Mais c'est sûr qu'on a parlé de la fonctionnalité de l'appareil, mais j'imagine l'endroit aussi, le positionnement de l'appareil est Ouais. important. Effectivement, lorsque les pompiers vont procéder à une visite résidentielle dans toutes les résidences de la MRC de Charlevoix, ça va être fait. Là. Normalement, c'est une fois aux 5 ans. Donc, si vous n'avez pas déjà eu la visite de pompiers dans votre maison, attendez-vous à les avoir d'ici 5 ans. Ouais. Le cycle est de 5 ans pour faire la totalité. Donc, les pompiers vérifient l'emplacement de l'installation d'avertisseur. Non seulement s'il est fonctionnel, mais aussi son emplacement, afin qu'il soit opérationnel et efficace. Donc, l'endroit d'un avertisseur de fumée, comme je disais, au plafond, dans la majorité des cas. Sinon, on a sur le mur, avec une petite distance de dégagement, là, on parle d'un 6 pouces du coin du mur et du plafond. L'agence. Ouais. bon, là, ça, c'est tout le temps pour prévenir, Ouais. mais s'il y a un incendie qui se passe, bon, il fonctionne, il nous réveille, on doit sûrement, par la suite... Évacuer. Est-ce que vous avez vérifié ça, si vous allez Ouais. voir la maison? Ben, en fait,
effectivement, quand on fait notre visite, un des éléments est de s'assurer qu'il y ait un plan d'évacuation et un point de rassemblement connu des personnes qui habitent l'endroit. Donc, c'est vraiment majeur. On s'entend qu'il y a un plan d'évacuation. Pour les enfants, c'est un peu prioritaire de leur inculquer le réflexe de sortir et par où sortir. Pour les personnes plus âgées, c'est de savoir on se rejoint où à l'extérieur. C'est vraiment ce point-là qui est primordial. Parce que s'il y en a un, on connaît toutes nos maisons, mais s'il y a une personne qui sort à l'avant, l'autre à l'arrière, on ne le sait pas, le résultat, si tout le monde est sorti, donc on ne veut pas rentrer à la maison, à l'intérieur. Il faut considérer le 3 minutes. Il paraît qu'il y a un 3 minutes à respecter. Parce que s'il y a un incendie grave, après 3 minutes, tu peux être... On oublie ça après 3 minutes. Le feu double de superficie à chaque minute. Donc, dès qu'il y a un incendie, là, on sort le plus rapidement possible. Donc, le point de rassemblement, à l'extérieur, des fois à l'entrée de la résidence, là, sur le bord de la rue, notre point de rassemblement. Donc, tout le monde qui sort, on est là. On est capable de faire le décompte. Tout le monde est sorti. Et puis, soit on attend les pompiers, on va chez le voisin. Mais le point de rassemblement est primordial pour pas qu'on soit porté à rentrer, à retourner à l'intérieur, c'est ça. J'imagine que ça prend un plan B. Quand il y a de la fumée, peut-être que c'est pas tout le monde qui peut sortir au même endroit aussi. Là. Effectivement. Dans le plan d'évacuation, le plan B, c'est vraiment si dans le corridor il y a de la fumée, on ne peut pas évacuer de la fumée ou de la chaleur, on ne peut pas évacuer par le corridor. On ferme la porte, on s'assure de boucher la fente du plancher peut-être avec une couverte pour éviter que la fumée rentre. Et à l'extérieur, où il y a la fenêtre, on met un drap blanc pour signifier qu'il y a présence de quelqu'un dans la pièce. Donc, nous, quand on va arriver sur les lieux pour intervenir et qu'on va faire le tour du bâtiment, parce qu'au point de rassemblement, on va s'avoir fait dire il manque quelqu'un, là, notre décompte n'est pas correct. Donc, on va tomber en recherche. Donc là, on fait le tour du bâtiment, drap blanc dans la fenêtre ou quelqu'un qui nous fait signe, toujours la fenêtre fermée, pas la circulation d'air. Donc, la fenêtre fermée, quelqu'un qui nous fait signe ou un drap blanc, tout de suite, priorité recherche. C'est bon à savoir ça. C'est ça, c'est le plan B. Parce que c'est pas dans toutes les maisons qu'on va vraiment avoir 2 grands corridors et des chemins. Mais souvent, c'est un petit corridor et on s'en va à l'extérieur. Donc, ça peut être le plan B dans bien des cas. Moi, il faudrait que je m'achète des draps blancs. À défaut d'être blanc, il peut être une autre couleur. Là. Disons que d'avoir un drap qui pend d'une fenêtre, c'est pas commun. Mais moi, je retiens qu'il faut pas ouvrir la fenêtre parce qu'on aurait tendance pour dire hey, je suis là à ouvrir la fenêtre, mais t'as raison, ça fait c'est ça. En fait, c'est pas d'alimenter l'air, de créer un courant d'air. Donc, on ferme la pièce pour s'assurer de ne pas amener plus de fumée à l'intérieur. Moi, je me sens brillant d'avoir pensé à un plan B. Moi, j'ai un escalier qui descend, mais si c'est le seul escalier, je peux pas sortir. Fait que je me suis pensé à un plan B. J'ai mis une échelle dans le garde-robe des enfants. Parce que je me dis, si j'ai à sortir les enfants, ça va être par là que je les sors. Mais je me sens moins brillant en ce moment parce que je me rends compte que j'ai même pas testé ça. Je pense qu'il faut le tester, notre plan d'évacuation, pour faire des tests avec les enfants. Mais en même temps, c'est bien de se trouver un plan B. Par contre, comme on disait, de se confiner dans la chambre puis de boucher toutes les fentes de porte. Déjà là, on est bien protégé. Le temps que la chaleur arrive puis la fumée, on a un grand délai. Donc nous, c'est plus facile de nous, à l'extérieur, d'installer un escabeau, une échelle, tout dépendant de la grandeur, puis d'aller vous chercher. Que de vous, à l'inverse, prendre l'échelle, le passer dans la fenêtre. Risquer de créer une discussion devant la fenêtre. Risquer de créer un courant d'air ou de se blesser dans la panique, ou etc. Donc, je pense que de se sécuriser à l'intérieur, dans une chambre, dans une pièce, on sait que tout le monde est là. Puis après ça, on signale aux pompiers à l'extérieur. Ça peut être assez efficace. Mais il y a quand même des échelles qui peuvent être installées, des plans B comme ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir à part ça? Parce que là, il y a bien des affaires. Il y a beaucoup d'éléments dans une maison de sécurité, Donc, on a parlé tantôt avertisseur de fumée, on a parlé plan d'évacuation, point de rassemblement. Par contre, les pompiers vont vérifier d'autres points. On va vérifier les avertisseurs de monoxyde de carbone. Donc, un avertisseur de monoxyde de carbone est obligatoire quand on a un appareil de combustion, solide, liquide ou gazeux. Donc, à propane, à l'huile, au granule. Donc, c'est des éléments de combustion qui nous obligent d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Le monoxyde étant incolore et inodore, c'est assez critique quand on a une concentration élevée. Le détecteur de monoxyde, installation, bien souvent, c'est dans une prise électrique que le détecteur c'est un modèle électrique. Dans une prise électrique, pas trop près de la source de monoxyde parce qu'on va tout le temps utiliser le détecteur. Donc,
quand même une distance respectable, vérifier avec les normes du fabricant pour s'assurer que les distances soient respectées. Donc le monoxyde, de l'avoir à proximité pour la détection. Sinon, quand on a un appareil de combustion, un extincteur. Un extincteur est également obligatoire. Donc l'extincteur, on s'assure qu'il soit conforme aux normes en vigueur. Et on demande un extincteur de 5 livres ou d'une capacité d'extinction de 2A10BC. Okay. C'est marqué sur l'extincteur, ça fait partie de la norme afin qu'il soit conforme aux normes en vigueur. Donc on pourra refaire un petit... c'est en un, oui, effectivement. Un petit Q sur l'extincteur. Donc on a ici un extincteur. On a les fameux ABC et on a la quantité de ABC. À l'envers, ça va mal. Je vais vous le trouver. Ça sera pas bien long. En fait, c'est super facile à trouver, hein? Oui, facile. Si on a des lunettes, pas de problème. C'est ça, petite écriture comme ça. On voit ici, on fera un gros plan tantôt. 3A, 40 BC. Okay. Donc, ce qu'on demande, c'est 2A 10 BC. Okay. C'est des unités, en fait, d'extinction. On parle de 2A 10 BC. 2A, c'est 2 pieds cubes. Ici, on a 3 pieds cubes de matière classe A. BC, c'est du pied carré. Donc, on parle de 10 BC. 10 pieds carrés. Puis là, ici, on a 40 BC. Donc, on vérifie qu'il soit... Oui, on a la petite aiguille ici qui est dans le verre. Les pompiers vont vérifier, en fait, la présence, c'est ça. On va vérifier la présence de l'extincteur, mais on va vérifier aussi au niveau de la classification s'il est correct. Puis au niveau de la goupille, si c'est encore en place, si l'extincteur est dans son état est bien. Donc, les pompiers vont valider avec vous si tout est correct. Parfait, ça. Oui, savoir comment ça fonctionne aussi, parce que moi, je vois ça, j'en ai un chez nous, mais je t'avoue que là, dans Panique, je sais pas, j'ai jamais testé, et pour cause, je voulais pas répandre ça chez nous, mais quand même, les consignes, savoir. C'est ça, les consignes sont marquées ici. OK. Ils sont un petit peu... sont marquées ici, 3 étapes. Donc, c'est sûr qu'en mode urgence, on ne prend pas nécessairement le temps de lire. Première des choses, on remarque qu'il y a une goupille. Donc, on s'assure d'enlever la goupille pour nous permettre ici de pouvoir enclencher l'extincteur. Okay. Bon. Donc ça, c'est la première des étapes. La deuxième des étapes, vu qu'il y a de la pression dans le cylindre, c'est de faire un test à côté du feu pour s'assurer est-ce qu'il est fonctionnel. Une fois que c'est fait, c'est fonctionnel. Là, on revient avec l'extincteur pour éteindre le feu. Donc, on va balayer au sol. C'est la troisième étape. On va balayer au sol, de gauche à droite, pour pousser le feu vers l'extérieur. L'important, c'est toujours de prendre l'extincteur, si on l'utilise, et de combattre les flammes ou le petit début d'incendie. Toujours s'assurer d'être entre le feu et une sortie, pour ne pas se faire trapper, là, pour pas qu'on n'ait plus d'accès si jamais on ne réussit pas à éteindre le feu, là, qu'on puisse sortir. Dans ma vie passée, j'étais agent de bar, hôtesse de l'air avec ma barbe. Et ce qu'il nous disait souvent, c'était qu'on a le réflexe de balayer comme ça, mais sur la fumée. Parce que c'est ça qui est le plus impressionnant. Ça arrive sur nous, il y a de la fumée qui sort. Alors c'est vraiment de s'assurer qu'on se penche, qu'on met ça sur le feu direct parce qu'on a le réflexe de... Oui, c'est vraiment la base des flammes qu'il faut balayer. C'est les flammes qui dégagent la fumée. Donc une fois que les flammes sont éteintes, la fumée se dissipe. OK, excellent. Alors, à partir de quand qu'on peut... non, faut pas le dire en fait. Il faut que vous allez faire une tournée, vous allez faire des inspections. Il y a beaucoup de pompiers volontaires qui vont faire ça? Oui, en fait, c'est toutes des initiatives locales. Donc, chaque caserne a des effectifs et des pompiers qui sont volontaires, qui vont vouloir aller faire des visites résidentielles. Donc, toutes les municipalités ont des escouades de prévention. Donc, ça se fait sporadique. Donc, ça dépend des disponibilités des pompiers. Mais attendez-vous à ce qu'une fois ou 5 ans, vous allez avoir une visite. Mais c'est facile, Vincent. T'écoutes, puis si ça sonne chez tes voisins, là, tu comprends que ça s'en vient chez vous. C'est sûr on aussi. s'entend bien, on est voisins. Ah, OK. Si ça sonne chez vous, je sais que l'école de la prévention s'en vient chez nous. C'est sûr que chaque service incendie est identifié. Donc, si vous voyez un véhicule incendie dans votre rue, attendez-vous à ce que la porte, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. OK, parfait. Mais de toute façon, il faut faire l'inspection. C'est un bon moment en ce moment de le faire. C'est la semaine de prévention des incendies. Alors, on invite le monde à aller vérifier si ça fonctionne. Ça fonctionne pas? Faut la tenir.
on vous invite avec ce bruit à aller voir votre instincteur et votre avertisseur. Effectivement. Alors, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Super bon conseil. TVCO, fier partenaire média de Rêve d'automne, vous invite à venir célébrer cette année le 25e anniversaire de l'événement. 25 ans, ça se fête et à cette occasion, l'équipe de Rêve d'automne vous a concocté une édition réinventée. Au programme, Place Rêve d'automne, un nouveau lieu de rassemblement au cœur du village, des artistes peintres, des sculpteurs, artisans et musiciens. Un hommage spécial fait à l'artiste de renommée internationale Frédéric Bach. Un volet international avec des artistes provenant de 8 pays. Un laissez-passer VIP vous offrant des surprises. La création d'une murale collective unique à Rêve d'automne pour son 25e. Et enfin, comme à chaque année, l'événement vedette, une rue à peindre sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Soyez des nôtres pour le 25e anniversaire du Festival de peinture Rêve d'automne du 24 septembre au 4 octobre. Une édition riche en couleurs avec de belles rencontres. Une invitation TVCO. Alors, un retour avec Sylvie Germain. Bonjour. Bonjour. On a parlé de plein de services, de culture, on a parlé de protection, d'aide à la population, mais là, on va parler d'aide à la population des aînés. Oui, Ouais. exactement. On a, à la MRC, on a fait une politique pour les aînés. Donc, ici, on a la politique qui a été distribuée dans toutes les maisons l'an passé. Et vraiment, on a tout ce qui est le plan d'action, là, tout ce qui peut soutenir les aînés, améliorer leur qualité de vie, etc. Donc, dans ce cadre-là, on a une activité qui s'en vient le 29 octobre prochain. Et on va déposer les résultats d'un projet qu'on a fait. On a fait un sondage dans toute la MRC. Juste pour dire, quand on a fait la politique des aînés, on a vu dans les statistiques qu'il y avait 75% des aînés de 65 ans et plus, 75% des aînés de 65 ans et plus, qui avaient leur maison, leur demeure et qui voulaient y rester. Ouais. Donc, quand on parle de ça, c'est sûr qu'à 65 ans, les gens sont en bonne condition, mais plus on vieillit, plus ce qui est tous les travaux qu'on peut faire dans la maison, ça devient plus lourd, ne serait-ce que pelleter l'entrée, les marches, ces choses-là. Surtout si jamais on perd notre conjoint et qu'on est tout seul à la maison. Ah oui. Tu as tout à fait raison. Puis on voit là-dedans que les dames sont peut-être en pourcentage plus démunies, parce que souvent, ça va prendre plus de force physique. Mais je ne veux pas généraliser. Non. Mais quand même, on voit qu'il y a plus aussi de femmes dont le conjoint est décédé. Les femmes vivent plus âgées. Alors voilà. Et donc, on a fait faire une étude. Quelconque, ça c'est pas déterminé, qui pourrait les aider à entretenir la maison. Oui, on parle gazon, on parle neige, mais on parle aussi petits travaux mineurs. Une marche qui est cassée, c'est dangereux. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut venir faire une réparation, des fois, c'est niaiseux, c'est une poignée de porte, c'est différentes choses, c'est des détails, mais les personnes soit sont pas habilitées à le faire, ou des fois, ils peuvent avoir des problèmes de santé, arthrite, etc., qui fait qu'ils ne sont pas juste habilités. Vérifier aussi les détecteurs, là, si on ne veut pas grimper sur une chaise pour aller appuyer sur le bouton, simple, parce qu'on est plus âgé puis on est moins, on a moins d'équilibre. Changer la pile. Exactement. Changement d'heure, changement de pile. Oui, c'est ça. Alors, ça fait partie un petit peu là, d'un service qu'on voudrait mettre en place pour les aînés. Par contre, pour se rendre là, je pense qu'il faut savoir, il y a quand même des coûts, les gens devront quand même payer un peu. Et on n'a pas au niveau gouvernemental encore des exemptions d'impôts qui nous permettent là, de profiter là, de ces services-là. Fait que ça va être des choses à travailler. Mais tout ça pour dire que la journée du 29 octobre... Qui représente en fond le mois maintenant des aînés, vu que la journée des aînés, c'est... Oui, le 1er octobre, c'est la journée des aînés, mais on s'est dit que ça serait tout le mois puis toute l'année. Oui, il mérite. Comme nous tous, là, finalement, c'était l'année longue. Ils ont aidé pendant tellement d'années qu'ils méritent. Exactement. Donc, on a une activité
Et cette activité-là va commencer à 9 h le matin. C'est à l'hôtel Germain maintenant, c'est l'hôtel La Ferme. Ouais. Et c'est à la salle multi. Et de 9 h le matin à 14h30. Donc, tous les aînés sont invités. Je donnerai tantôt les coordonnées à ceux qui veulent réserver. Combien de places qu'il y aurait disponible? Il y a 115 places. Ouais. Et il y a un repas qui est servi avec ça. Toute la journée, c'est gratuit, en fait. Notre objectif, c'est, suite au dépôt de notre rapport, c'est de voir si les gens voudraient vraiment ce service-là, peut-être vérifier le tarif, vérifier de quelle manière, en fait, les gens seraient intéressés à prendre le service, parce que c'est quand même quelque chose à mettre en place. Donc, valider un peu le pré-concept là, pour pouvoir le moduler au besoin. Exactement, mais même un concept plus final aussi, parce que l'étude est réalisée. Alors ça, c'est ça. Ça va être léger quand même, mais ça peut aider les aînés, là, ceux qui ont de l'intérêt ou qui ont une maison. Même si vous êtes plus jeune, je pense que tous les gens à plus ou moins court terme vont avoir besoin de ce service. C'est prévoir à long terme. Là. Exactement, oui. C'est des services qui seraient moins chers qu'un si un électricien à venir ou un menuisier. Là, on essaierait de trouver des gens qui pourraient faire ça moins cher. En fait, il faut savoir que les électriciens ou les gens qui font des réparations, qui sont techniques sur la maison, il faut vraiment que ce soit des vrais électriciens. Il faut que ce soit des personnes qui plombiers aussi, à la rigueur, on peut faire des choses, mais ce qu'on sait, c'est que si notre réparation, on a un problème avec, après, et que c'est pas quelqu'un de qualifié qui le fait, les assurances ne payent pas. Mais j'imagine aussi que l'objectif de la MRC, c'est pas d'enlever l'emploi. Ben oui, voilà, de substituer le travail d'un professionnel. Donc l'idée, c'est on est plus dans le dépannage, on est plus dans le coup de pouce, on est plus dans le petit service. Là. De toute façon, ça c'est sûr que je pense pas que vous allez en compte de ça, mais en même temps, ce que je vois dans tout ça, c'est que ces gens-là, ils seraient plus à la maison, puis ils n'emploieraient même plus ces services-là s'ils devaient partir de la maison parce qu'il n'y avait pas un aide supplémentaire. Exactement. Donc, on doit compenser et trouver. Oui, exactement. C'est ça. C'est vrai ce qu'Annie dit, mais aussi ce qu'on envisage, en fait, avec le projet qu'on a là, c'est justement d'utiliser les gens qui ont les compétences pour faire les travaux, bien sûr, mais de voir comment on peut respecter la capacité de payer des aînés. Et ça, c'est pas nécessairement là, évident. On n'est pas prêt au moment où on se parle. On n'a pas nécessairement fait des démarches dans ce sens-là. Par contre, si les aînés viennent à cette journée-là et nous disent « oui, c'est vraiment quelque chose qu'on veut », puis on sait que quand c'est des travaux d'électricité ou de plomberie, c'est quelque chose qui est un peu plus coûteux, puis on est prêt à mettre le prix, bien, je pense que ça serait bon pour le projet. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il n'y a pas seulement le coût, c'est quand c'est des travaux mineurs comme ça. Bon, je vais reprendre mon exemple, là, disons, de la marche qui est cassée. C'est pas un si gros travail à faire. Mais si on n'a personne pour le faire, que nos enfants sont pas autour, que nos voisins peuvent pas le faire, souvent un entrepreneur qui, lui, fait des rénovations, des choses comme ça, ben il va décider de venir réparer votre marche plus tard. Ouais. Donc, c'est un peu ça. On veut essayer de se prémunir pour que, quand les aînés ont besoin d'un service, qu'on ait des personnes qui se sont engagées, là, des entrepreneurs ou rénovateurs, ou bon, hommes à tout faire, mais qui ont quand même les compétences, qui viendraient quand même assez rapidement. Ça, c'est un autre des objectifs, à part les coûts, là, parce que c'est quelque chose qu'on a constaté aussi. C'est pas toujours évident. Mais pour éviter une blessure, un accident long. Aussi, ben oui, c'est ça. Ça, c'est un programme, c'est une chance qu'on a ce programme-là dans la MRC. En ce moment, c'est quoi le niveau de population qu'on a qui pourrait en bénéficier? Bien, en fait, les 65 ans et plus, ça représente 25 des 13 000 de population qu'on a. Donc, c'est quand même... puis ça augmente toujours aussi, là. On parle toujours des c'est un quart de la population? Oui, c'est ça. C'est un quart de la population. Puis des projets MADA comme ça, y a-t-il beaucoup de municipalités qui en ont? Est-ce qu'il y a beaucoup de MRC qui ont... Premièrement, toutes les municipalités de notre MRC ont une politique et ils ont un plan d'action. Okay. On a un plan d'action aussi pour la MRC. Donc, ce sont des projets un peu comme le projet que je parle là, qui va servir à tout le monde, à toutes les municipalités. Dans Charlevoix-Est, ils ont également une politique. Et il y a beaucoup de MRC et de municipalités qui sont prévalues en fait d'un programme gouvernemental qui aidait à faire nos politiques, ce qui s'appelle MADA, Municipalité Amie des aînés. Et au Québec,
y a beaucoup de municipalités qui l'ont aussi. Oh, je pense que oui, Ah, ok. de plus en plus. Je n'ai pas la statistique, là, mais il y en a sûrement plusieurs parce que de toute façon, toutes les MRC sont, en fait, je veux dire, prises avec le fait que leur population est vieillissante. Ils doivent donner des services. Parce que, veux pas, ces gens-là, il y en a qui travaillent encore, bien sûr. Il y en a qui travaillent quand même à un âge assez avancé. Et c'est utile parce qu'on a besoin de plus de gens en emploi, là, puisque la clientèle jeune a diminué. Et je pense aussi que quand les aînés s'en vont à l'extérieur de leur région, premièrement, ça les déracine. Puis deuxièmement, bien, les familles, à l'occasion, vont les suivre. Oui. C'est ça. C'est quelque chose là, qui se fait naturellement. On veut garder le monde dans la région. Oui, on tout veut à garder fait. dans la région. Tout à fait. Sylvie, je me demandais, la journée du 29 octobre, est-ce qu'elle est gratuite? Oui, Oui. elle est Oui, gratuite. puis les gens auront un repas sur place? Oui, tout à fait. Alors, un bon repas qui va être fait par l'hôtel Le Germain. Ah ouais. Alors, ça va être très agréable. Et puis, cette journée-là, ben, le restaurant de l'hôtel et les Labours, Les c'est Labours. ça, n'est pas, je veux dire, il n'est pas ouvert. Donc, on va aller au restaurant, on va profiter aussi de cet espace-là et de la belle vue qu'il y a. Mais oui. Traitement Alors, VIP. Ouais, oui, vraiment. c'est ça. Alors, on joint l'utile à l'agréable, c'est ça. Alors là, moi, j'aimerais savoir, faire la différence un peu parce qu'il y a plein de projets qui sont offerts aux aînés. Ça ne nous enlève pas la possibilité d'aider nos voisins aussi. Tu sais, je sais que Pro Santé a fait des démarches pour que les voisins s'entraident, qu'on pose un regard sur les personnes âgées aussi, qu'on les aide là-dedans. Je pense qu'il y a des différences à faire aussi, mais tout va ensemble. C'est ça. Bien, c'est sûr que c'est un ensemble de quel que soit, dans le fond, les clientèles jeunes, adultes, etc. C'est un ensemble de services qui permettent aux gens, dans le fond, d'améliorer leur qualité de vie. Justement, je trouve ça intéressant que tu me parles de ça parce que en après-midi, après le repas, on va avoir des conférences. OK. Et on a justement le Centre Pro Santé qui va venir nous présenter différents programmes qu'il a, dont entre autres entraide de voisinage. Alors ça, c'est vraiment fantastique. Moi, ce que je trouve, c'est que ça permet à un aîné avec du voisinage, qui n'est pas nécessairement de sa parenté, de venir, dans le fond, chez lui rendre des petits services, aller chercher la poste, déblayer la galerie, différents petits travaux, on dirait pas travaux, mais petits services, dans le fond, qui permettent aux aînés d'être plus en sécurité chez eux. Et en même temps, ça fait qu'on vérifie si la personne est bien aussi. Fait que ça, je crois que ça fait partie des services super importants. Mais Annie Bouchard du Centre Pro Santé m'a dit qu'elle a de la difficulté à trouver des bénévoles dans les municipalités. OK. Alors cette journée-là, elle va nous en parler plus du programme pour pas que les gens sentent ceux qui veulent aider ou même les aînés des fois disent j'ai pas besoin d'aide, mais je pense qu'il faut en profiter. Elle va aussi nous parler du programme PER. Alors ça, c'est un programme qui permet, dans le fond, de vérifier les aînés qui vivent seuls ou même en couple, si tout est correct. Donc, il y a un appel qui est fait, un appel par jour par une centrale. Et on en parlait, là, c'est avec la SQ. La SQ, Oui, c'est effectivement. ça. Et eux, ils téléphonent une fois par jour. Là, je ne vous donnerai pas toutes les règles, là, mais ça ne vous astreint pas à être à côté du téléphone et à répondre. Là. Il y a des façons de travailler ça. Mais en fait, ça permet de vérifier si jamais vous êtes tombé ou qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé, eux, à ce moment-là, peuvent venir vous secourir. Et il y a des vies qui ont été sauvées grâce à ça. Là. De Il y a ton des point de vue, exemples. tu as vu ça un peu aussi, je crois. Oui, c'est ça. Là, il y a eu une collaboration de fait là, à la SQ et les services incendies là, pour sensibiliser les gens et les personnes qui demeurent seules, en fait, pour adhérer au programme PER. Là. OK. Donc, effectivement, il y a des vies et des fois de l'aide qui a été donnée là, parce que les personnes étaient seules dans leur résidence. Donc, à défaut d'appeler une ambulance, c'est le programme qui a permis d'envoyer des secours. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je pense qu'on a un bénévole pour Annie. Je pense qu'il va se porter volontaire. Moi, j'ai un bon voisin, je suis plus vieille que lui, fait que c'est lui qui va prendre Oui, il y a ça. des bonnes chances qu'il sorte les poubelles. C'est sûr qu'au Japon, il y a une espèce de petit principe. Eux, les aînés, je dis pas que c'est pas important pour nous, mais eux, c'est vraiment une vénération. Et les aînés, quand ils se lèvent le matin, ils vont accrocher un petit ruban à leur fenêtre pour dire je suis là, je suis bien, c'est correct. Alors, quand on pensait à ce principe-là, je pense que ça aussi, c'est un élément là, à voir, là, qui pourrait être une bonne idée. Mais en tout cas, ça fait partie, le programme PER, puis entraide de voisinage, là, c'est un peu dans le même principe.
Parfait. Dans l'après-midi, après le dîner, comme je disais, il y a une autre conférence qui va être donnée par des professionnels de la santé. Donc, ce sera sur justement la prévention, un peu tous les services qui existent, parce que ce qu'on a remarqué quand on a fait la politique, c'est qu'il y a un nombre important de services, tant à l'hôpital, CLSC, Coop de santé, Pro-santé, plein d'organismes là, qui donnent des services, et les gens, malgré tout, ne les connaissent pas. Ils les utilisent pas, bien sûr, s'ils les connaissent pas, ou pensent que c'est pas pour eux. Alors là, c'est une bonne occasion, cette journée-là, on aura des kiosques aussi, les gens pourront s'approprier l'information. Je pense que c'est toujours important de savoir à quel service on peut faire appel, même si on n'en a pas besoin là, présentement. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des services de navette qui vont être offerts? Non. Non, mais il peut y avoir du les covoiturage. Ou alors, si tu as plusieurs aînés d'un village qui veulent s'y rendre, on appelle le truc. Ouais. Ben, il y a ça aussi, mais je sais que les aînés, en tout cas pour leurs activités FADOC et tout, les soirées font beaucoup quand même de covoiturage. Mais effectivement, si vous avez un problème majeur de déplacement, appelez-moi. Donc, vous pouvez toujours trouver nos coordonnées sur le site de la MRC. J'aurai aussi, si les gens veulent réserver, j'ai déjà les coordonnées. C'est à la ville de Baie-Saint-Paul. Je vous donne le numéro. Ouais, ça peut être bien. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. Ça va être bon, en tout cas. C'est sûr que ça va être bon. Oui, c'est clair. Et le numéro de téléphone? Alors, on téléphone à la ville de Baie-Saint-Paul, c'est le 418-435-2205. Et on fait le 0 pour rejoindre la téléphoniste. Et à ce moment-là, la réceptionniste, et à ce moment-là, elle va prendre vos coordonnées. Les places sont restreintes, comme j'ai dit, alors je vous invite à réserver rapidement et à venir profiter de cette magnifique journée. Génial. Merci, c'est le fun pour ce service-là pour les aînés, puis on va pouvoir partager pendant cette journée-là, les gens vont pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils vont avoir comme service. On va faire une dernière tournée avant de finir, alors c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec moi. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des choses qui s'en viennent? Est-ce que vous voulez rappeler un peu, tu vas avoir une tournée d'autobus, mais il y a peut-être des petits... Il y a d'autres gâteries. Des petites gâteries, hein? Ouais. C'est un projet donc en collaboration avec chacune des bibliothèques du territoire. Donc, juste informer les gens que Daniel Bilodeau, conseiller que les gens connaissent bien à la SAQ ici, qui va venir vous entretenir de bière. En fait, une belle dégustation de bière de microbrasserie. Génial. Alors, ça se tient entre le 20 octobre et le 11 novembre dans chacune des bibliothèques. Donc, contactez votre bibliothèque pour réserver votre place. Une belle dégustation de bière en compagnie de Daniel Bilodeau. Génial. J'ai 6 journées déjà planifiées. Ils ne verront pas à TVCO. Et pour toi, un petit rappel, là, qu'est-ce qu'on doit faire comme vérification? Moi, de mon côté, c'est vraiment les visites résidentielles, comme je parlais tantôt, avertisseur de fumée, monoxyde de carbone, extincteur, plan d'évacuation et point de rassemblement. C'est vraiment les éléments où ce qu'on se doit d'être numéro 1 pour être bien protégé. Génial. On n'oublie pas. Et merci beaucoup. Alors, ça va être pour le 29 octobre, 29. le mois des aînés. Alors, jeudi 29 octobre, ça commence à 9h. On vous donne rendez-vous à l'hôtel Le Germain, à la salle multi, et ça se termine vers 14h30. Et pour réservation, c'est le 418-435-2205 et vous composez le 0 pour rejoindre la réceptionniste. C'est facile et on vous invite à bras ouverts. Excellent. Puis on vous invite à venir à la prochaine émission de Ça se passe chez vous dans 2 semaines. Merci d'avoir été avec nous.